Voici un cas que vous allez très certainement, comme nous, trouver terriblement injuste. Voici un couple qui achète une maison et qui est sur le point d'être obligé maintenant de la revendre. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y aurait eu quelques négligences. C'est une affaire incroyable. Nous appelons Yvan et Elodie sur le plateau de Sans aucun doute. Le 21 février 2001, Yvan et Elodie Froc achètent une maison 146 000 €. Ils entreprennent de gros travaux pour y vivre avec leurs 3 enfants. Un an plus tard, ils apprennent que l'achat de cette maison a été annulé. Bonjour Elodie, bonjour Yvan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Bon, dans une période un peu difficile, parce que ce qui vous tombe dessus, là, c'est quand même assez hallucinant. Nous allons voir un reportage, donner des coups de fil par la suite. En 2 mots, vous avez acheté, vous êtes un jeune couple, une maison. Tout à fait. Pour vous y installer. Vous avez des enfants? Oui. Vous les aviez à l'époque? On en avait 2 à l'époque. 2 à l'époque, donc vous avez 2 enfants, vous décidez d'acheter cette maison, tout va bien, elle a un prix, vous faites des travaux dedans, vous vous installez, et 1 an après, un liquidateur vous dit il va falloir que je récupère cette maison pour la vendre parce que celui qui vous l'avait vendue avait des dettes alors que vous êtes passé chez le notaire, vous êtes passé partout et vous n'étiez au courant de rien. C'est exactement ça. Ouais. Et vous avez une vraie épée de Damoclès, madame, au-dessus de la tête aujourd'hui. Ah, complètement. Complètement. On vit plus, on n'a plus de projet parce que tout est en stand-by. Et il y a une vraie pression là qui est effectuée sur vous Complètement, parce que la pression, c'est de dire il va falloir qu'on quitte la maison alors qu'on paye un crédit et personne ne peut nous rembourser. Donc, c'est impossible. Vous, monsieur, si dans le pire des scénarios, vous quittez la maison et vous continuez à payer le crédit. Oui. Et il faut se reloger d'un autre côté. Oui, c'est tout à fait ça, voilà. Oui, effectivement, oui. Et les enfants sont pas trop... non, vous essayez de les mettre... On essaie de les préserver de tout ça et de leur donner l'apparence qu'il ne se passe rien. Ouais. Allez, on va essayer de voir comment on peut faire avancer ce dossier qui est assez compliqué. Regardez attentivement ce reportage de Sylvain Meyer, mais c'est vrai que c'est des situations complètement injustes et surtout, et j'insiste là-dessus, ça peut arriver vraiment à n'importe lequel d'entre nous. Il n'y a eu aucune légèreté de la part de ce couple. Ils n'ont fait qu'acheter une maison et vous allez voir qu'un jour, ça vous tombe dessus et vous ne savez plus quoi faire. Sylvain Meyer, l'enquête, les coups de fil suivront. Nous sommes en région parisienne. C'est ici que résident Elodie, Yvan et leurs 3 enfants. Mais ne vous y trompez pas, derrière cet apparent bonheur, notre petite famille vit un véritable cauchemar depuis septembre 2001, date à laquelle ils ont acquis cette maison. Au total, ils l'ont réglé près de 140 000 €. Mais il y a du travail. La maison est en mauvais état, alors toute la famille s'investit dans les travaux. Plus de week-ends, plus de vacances, toute l'énergie disponible est consacrée à la restauration de cette nouvelle maison. Bien, on a refait les murs, on a refait les sols, l'électricité, on a changé toutes les fenêtres. C'était vraiment formidable, c'est-à-dire qu'on avait notre petit nid et c'était parti, quoi. Tous nos rêves devenaient réalité, donc il y avait quand même, il y avait une très très bonne ambiance, une bonne dynamique, ça se passait super bien, quoi. Du temps, de l'énergie, mais aussi de l'argent. Entre l'achat des matériaux et la décoration, les Froc dépensent environ 77 000 €, soit près de 500 000 francs, pour remettre la maison en état. Mais ils vont vite déchanter. Leur rêve va se briser le 26 avril 2002. Moins d'1 an après leur achat, ils reçoivent un courrier bien étrange. Yvan rentre, il m'appelle au boulot en me disant... C'était un vendredi soir. Un vendredi soir, à 5 h, en me disant rentre tout de suite, ils veulent nous prendre la maison. Car ils viennent de recevoir une assignation d'un liquidateur judiciaire. Ils réclament la nullité de l'acte de vente de la maison. En d'autres termes, Yvan et Elodie risquent d'être condamnés à quitter leur demeure. C'est vraiment un choc, c'est très très violent parce que vous êtes propriétaire dans votre maison depuis 1 an, c'est super en fait. Et là, vous êtes rejoint par la violence d'un acte juridique qui est déposé par un huissier. On n'y croit pas déjà. Vous y croyez pas, c'est comme un... Non, on n'y croit pas. Et le pire, c'est le lendemain matin. Le lendemain matin, on se réveille, mais en fait, c'est pas un cauchemar. Donc, c'est toujours là. Le problème, il est validé, vous allez l'avoir maintenant constamment la journée. Et la nuit. Alors comment Elodie et Yvan peuvent-ils se retrouver dans une telle situation ? Pour le savoir, il faut revenir en 1997. Le propriétaire de la maison connaît de gros problèmes financiers avec son entreprise de réparation de 2 roues. Il a des dettes, quelques semaines plus tard, il est contraint de déposer le bilan, puis il est mis en liquidation judiciaire. Nous sommes alors en avril 1998. La personne avec qui on avait signé cet acte de vente, eh bien, n'avait pas cette capacité à vendre la maison. Voilà. Puisqu'il avait été en liquidation judiciaire,
Et le liquidateur judiciaire nous disait la vente aurait dû passer par moi, elle n'est pas passée par moi, donc j'annule l'acte de vente. Et pourtant, Élodie et Yvan n'ont rien à se reprocher. Ils sont passés par une agence immobilière et la vente a bien été conclue devant un notaire. Alors pourquoi le liquidateur judiciaire s'attaque-t-il à eux? Tout simplement car la vente de la maison est pour lui le moyen le plus rapide de récupérer de l'argent. Mais une question reste sans réponse. Comment l'ex-propriétaire a-t-il pu vendre ce bien sans que le notaire ne s'aperçoive de la supercherie? Yvan, lui, ne comprend toujours pas. Le notaire n'a pas vérifié les déclarations sur l'honneur des vendeurs. Et donc, tout le monde a validé cette vente. C'est un professionnel. Moi, il y a des choses qui m'échappent. Sa mission, c'est de rendre l'acte authentique. S'il fait aucune démarche pour le rendre authentique, comment il peut dire sur la bonne foi des gens, oui, mon acte est authentique? Alors le notaire a-t-il fait correctement son travail? Devait-il vérifier les dires de notre vendeur comme le prétend Yvan? Pour en avoir le cœur net, nous proposons au couple de l'accompagner à l'étude notariale qui a rédigé l'acte. C'est la personne qui a conclu la vente qui nous reçoit. Attendez, nous, on s'adresse à vous comme professionnel qui est là pour garantir la vente. Et c'est ça, vous me dites, j'ai pas fait d'erreur, mais alors c'est inconcevable. Parce que pour nous, il n'y avait aucun moyen, j'en viens toujours au même, il n'y a aucun moyen. Il y avait la capacité à vendre, il ne l'avait pas. Et comment voulez-vous qu'on vérifie? Attendez, monsieur le comte, il était saisi de ses biens, il allait bien se garder de me le dire. Mais est-ce La que... seule façon de le vérifier, nous, c'est au vu de l'état hypothécaire ne révélait rien. Attendez, vous croyez que j'aurais pris la responsabilité de faire une vente nulle, avec les conséquences que ça entraîne? Notre interlocutrice nous apprend qu'elle n'avait aucune obligation légale d'enquêter sur le vendeur. Écoutez bien, pour elle, il n'y a aucun doute, le responsable, c'est le liquidateur judiciaire. Quand les mesures concernant toi, son boulot de liquidateur, c'est ça. Alors s'il le fait pas, je suis désolée. Alors là, alors c'est quoi son travail? Donc, parce que le moyen de récupérer de l'argent pour payer les créanciers, c'est bien de bloquer la vente. Bloquer la vente, le seul moyen pour les liquidateurs, c'est prendre l'hypothèque dessus. Alors excusez-moi, là, quand il vous dit j'ai pas fait de faute, non, c'est pas vrai. Parce qu'il n'a pas fait tout bêtement son travail. En 1998, date de la liquidation judiciaire du vendeur, le liquidateur n'aurait donc pas pris d'hypothèque sur la maison. Pourquoi une telle négligence et surtout pourquoi a-t-il attendu 4 ans pour s'intéresser à cette maison? Yvan et Élodie ne comprennent pas son attitude, nous les invitons à lui téléphoner. Et donc je ne peux pas fermer les yeux sur une telle vente et sur un prix qui ne m'a pas été versé parce que sinon les créanciers vont tous se retourner vers moi, contre moi. Bien sûr, mais en fait, à votre travail, là, il y avait une maison d'habitation, vous l'avez laissé vendre et vous n'avez pas récupéré le prix, donc qu'est-ce que c'est que ce travail? Et le problème c'est que vous soyez victime ou pas, vous êtes dans une situation qui est illégale. Et vous avez acquis un bien d'une manière irrégulière, voilà. Et pour vous, est-ce que le notaire aurait dû ou aurait pu empêcher cette vente? Oui, moi ça faisait partie également. Nous d'ailleurs, mon avocate de mémoire a mis également en cause le notaire, parce qu'il est clair que le notaire n'aurait jamais dû accepter de passer un tel acte sans se renseigner sur la qualité des vendeurs, voilà. Tout comme le notaire, le liquidateur judiciaire se dit victime du vendeur. Notre homme est intransigeant, pas question de négocier, Yvan doit payer ou quitter sa maison. Pour moi, la seule solution, c'est que le prix de vente et la partie du prix de vente de cette maison qui appartient à M. soit versée. Donc s'il n'y a pas cette solution-là, je pense pas que ce soit la peine qu'on se rencontre. Mais voilà. oui, mais attendez, vous auriez pu la bloquer, moi c'est ça qui me pose problème. J'ai pas été au courant pour la bloquer, donc point à la ligne, c'est tout. Et la vente, elle n'a pas été bloquée, la vente, elle a été passée, la vente, elle est nulle. Voilà, donc c'est tout. On ne peut pas bloquer quelque chose. La vente est nulle. Moi, monsieur, c'est ma vie. Que ça bloque. Voilà. Donc comprenez bien les enjeux. Moi, je peux pas. Les enjeux, monsieur, mon enjeu, moi c'est pas. J'ai une mission judiciaire qui m'est accordée pour défendre les créanciers de monsieur. Il y a un bien qui a été détourné, c'est tout. Voilà. Donc si vous avez une proposition à faire, vous m'écrivez, monsieur Froc, d'accord? Bah écoutez. Voilà. Merci, au revoir. Là, j'ai l'impression d'être face à une machine qui applique, qui applique son interprétation du droit et qui se sent très très fort parce que il est la justice. Hein. Il est liquidateur judiciaire, donc il est la justice. D'un côté, un notaire qui n'aurait pas commis d'erreur.
De l'autre, un liquidateur qui a tous les droits. Au final, Yvan et Elodie ne savent plus quoi faire. Qui donc va leur rendre justice ? On pense que la justice, c'est humain, quoi. C'est défendre les victimes. Et puis on s'aperçoit que dans l'affaire, non, justement... Voilà, qui est la victime en fin de compte? Le liquidateur parce qu'on a vendu sans son autorisation, le notaire parce qu'on lui a menti, ou nous qui allons devoir rendre la maison, et puis avec une garantie, c'est qui va nous payer? Depuis 2 ans, l'affaire est toujours en instruction. Mais la justice néglige les vrais responsables, le vendeur et son ex-femme. Divorcés depuis 4 ans, ils ont tous les deux encaissé le prix de la maison en omettant de déclarer la liquidation judiciaire. Nous avons donc décidé d'aller leur rendre visite pour connaître leur version des faits. Est-ce que pour vous, monsieur le notaire savait? La liquidation, je vois pas comment il l'aurait su. Parce que moi-même, je lui ai pas dit parce que je n'ai jamais arrêté moi mon métier d'informaticien quand on m'a demandé ce que je faisais. Informaticien, donc je ne pense pas qu'il soit au courant. Et c'est vrai qu'on l'a pas évoqué. Il vous a posé la question? Moi, je m'en souviens pas. Vous le saviez? J'étais en liquidation. Oui, que vous vendiez une maison, que vous étiez en liquidation. J'étais en liquidation, je savais que je n'avais pas le droit de signer, je le savais pas. Mais il y a un mec qui est venu évaluer votre maison en 2000. Je n'étais pas là, moi, je suis parti depuis 96. Votre femme le savait? Je répète, c'est ma femme qui s'occupait de tout. Mensonge ou ignorance, le vendeur se défend comme il peut. Reste qu'aujourd'hui, notre couple fait face à un vide juridique. Ils sont certains de perdre leur maison, mais qui va leur rembourser les 140 000 € d'investissement, les 77 000 € de travaux et le manque à gagner sur la plus-value? Aujourd'hui, leur maison coûte près de 275 000 €. C'est pas les vendeurs qui vont nous rembourser, ils sont insolvables. Donc qui va nous rembourser? Nous, on va pouvoir rendre la maison, mais qui va nous rembourser pour qu'on puisse rembourser la banque? Tout le monde se dit, votre histoire est tellement incroyable que de toute façon, vous pouvez pas... On peut rien vous faire, vous n'y êtes pour rien, donc c'est sûr que vous allez gagner, vous allez garder votre maison, vous n'y êtes pour rien. Ben oui, mais c'est pas comme ça que ça peut se passer. Mais quoi. voilà, c'est exactement ça. La loi, elle considère pas ça. Donc nous, on est vraiment destinés à être là, sur cette affaire, la victime... Donc les uniques victimes, c'est nous, et puis faut qu'on attende, qu'on nous tranche la tête un peu, quoi. L'enquête pour sans aucun doute est signée Sylvain Meyer. Vous l'avez constaté, c'est une situation complètement folle qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Encore une fois, ils n'ont commis aucune erreur et aujourd'hui, ils risquent de tout perdre et de ne rien récupérer. Et le comble, et vous me dites si je me trompe, Maître Michel, c'est que si la maison est vendue par le liquidateur plus cher que ce qu'elle a coûté, le surplus ira à l'ancien propriétaire. Pas l'ancien propriétaire, au liquidateur. Parce que la maison, juridiquement, ne rapportera plus. Surplus. Le liquidateur, c'est-à-dire la faillite, pour être simple, encaissera la totalité de l'argent, quelle que soit la valeur de l'immeuble. Puisqu'on estime que l'immeuble appartenait dès le départ à la faillite. Il y aura un reliquat forcément, puisqu'on sait que la faillite a besoin de 100 000 € et que la valeur de la maison sera certainement de 275 000 € à la revente. Donc le reliquat de 175 000 € reviendra au vendeur failli, puisque effectivement il ne doit... C'est bien ce que je disais tout C'est exactement ce que vous disiez. C'était à l'ex-propriétaire. Oui, tout à fait. Merci, Maître Féminin. Oui, mais je vous ai dit, il compter sur Maître Michel. Dès qu'il peut me faire passer pour un imbécile, il ne s'en prive pas. Hein. Regardez comme il est content. Il a failli me faire passer pour... Mais vous êtes là pour me sauver. Bien. On en rigole, mais je trouve ça tragique. Je trouve également un peu déplacé, mais ça n'engage que moi, bien évidemment, la façon dont le liquidateur vous parle au téléphone. Quand il a face à lui un couple qui se retrouve dans une telle situation, il pourrait montrer un petit peu de compassion. Là, visiblement, sur la fin, il vous dit, écoutez, écrivez-moi, et grosso modo, laissez-moi tranquille. Hein. Voilà, tout à fait. Il aurait dû mettre des mesures conservatoires sur cette maison, et il ne se serait rien passé d'autre. Alors là, on va rentrer maintenant, pour nos téléspectateurs, pour bien comprendre ce dossier, sur des points plus précis. La bêtise, en fait, si bêtise il y a, Maître Michel, c'est que le liquidateur se réveille au bout de 4 ans. C'est toujours le drame avec les liquidateurs, le temps qui passe et qui ne compte pas pour eux. Là, 4 ans avant qu'ils ne vendent la maison, or quel est le travail du liquidateur? C'est de vendre les biens de la personne en liquidation pour payer les créanciers. Ça veut dire aussi que les créanciers de cette personne, pendant 4 ans, elles n'ont rien vu. Au bout de 4 ans, ils se réveillent. Première faute, et d'autre part, même s'il avait l'intention de traîner, si j'ose dire, il pouvait prendre une hypothèque conservatoire au nom de la liquidation pour être sûr que ça n'arrive pas. Donc, soit il pensait aller vite
prend pas de garantie, on ne peut pas lui reprocher, mais traîner et pas prendre de garantie, ça fait un peu beaucoup. Rappelons aussi, et là il n'y a aucune malice dans ce que je dis, c'est qu'un liquidateur se rémunère sur ce qu'il récupère. Hein. Mais là, c'est curieux parce que ça aurait été son intérêt de vendre l'immeuble pour lui-même toucher ses droits. Je pense qu'on rentre dans ce problème général du temps qui n'est pas le même pour les liquidateurs que pour les autres. Vous avez une réflexion que j'ai trouvée intéressante, Élodie, dans ce reportage, c'est quand vous dites, mais grosso modo, la victime c'est qui? Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est plus vous les victimes. Hein. Ah oui, quand on les entend parler, effectivement, le liquidateur agit pour le compte de ses pauvres créanciers. Hein. Et puis nous, peu importe. Hein. Alors, deuxième piste après, c'est le notaire. Est-ce que le notaire, quand il a en face de lui un vendeur, se doit de lui poser les bonnes questions et de vérifier? Alors, il doit vérifier l'état civil, ça a été fait. Il doit poser la question à la personne de savoir si en liquidation judiciaire ou sous tutelle, il l'a fait. La question de savoir est-ce qu'il devait aller plus loin, rechercher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un fichier national des redressés judiciaires. Donc, on est à la limite. On peut dire que le notaire était imprudent parce qu'il connaissait la personne avant. C'est le notaire qui lui avait vendu l'immeuble. Donc, est-ce que vraiment il ne connaissait pas la situation? Mais il est vraiment en deuxième ligne après le liquidateur. Qu'est-ce que vous dites si ça tourne mal? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous le savez, vous avez préparé un plan de retraite? Non, on ne veut pas se mettre dans la configuration où on va perdre. On ne veut pas admettre ça, c'est pas possible. Il faut se battre pour que ça ne se passe pas. On ne veut pas imaginer que ça se passe. Surtout, attendez, moi je suis obligé aussi d'avoir ce commentaire-là. C'est que si aujourd'hui personne ne fait rien pour vous, il faut vraiment faire attention avant d'acheter une maison. Hein. Ça donne pas envie d'en acheter une en tout cas. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour être sûr de ne pas se retrouver ruiné quand on achète une maison? C'est bien beau de nous dire investissez dans l'immobilier, c'est ça qui relance le pays. Mais si on ne protège pas les acheteurs, on a plutôt tendance à dire restez locataire, vous n'aurez pas de soucis. Hein. Parce qu'après, c'est toute leur vie qu'ils vont payer. Leur vie peut être foutue à cause de ça. Hein. Il semblerait qu'il n'y ait pas de prescription au niveau des syndics. Ça veut dire qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment, venir saisir quelque chose. C'est ça qui est beaucoup plus grave en termes de contrôle. Ouais. Et il n'y a pas de date, le liquidateur n'a pas une date? Il a une seule obligation, c'est tous les ans de déposer au tribunal de commerce en état de ce qu'il a fait. Mais une liquidation, il y a des liquidations très compliquées, elle peut durer 10 ans. Il n'y a pas un lieu où on peut se renseigner, que ce soit le liquidateur ou Au greffe du tribunal de commerce, il y a bien entendu la liste des personnes qui sont en liquidation judiciaire ou en liquidation judiciaire. C'est la question qu'on se posait pour le notaire, mais encore une fois, c'est par tribunal de commerce. Il y en a une centaine en France. Donc, s'il n'a pas l'adresse exacte où la personne a exercé éventuellement le commerce, il ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, tous les deux, de cette émission, sans aucun doute? Bien, on attend, si possible, un règlement amiable de cette histoire. On est parti pour des procédures judiciaires longues et peut-être, s'il y a une solution rapide par votre intermédiaire, eh bien, on veut essayer. C'est une affaire très compliquée, hein. Nous allons tout faire. Je ne veux pas non plus vous laisser de faux espoirs. De toute façon, ça ne coûte rien de tenter. Nous allons demander à la régie de faire les premiers numéros de téléphone et je propose que l'on appelle le vendeur dans un premier temps pour au moins avoir son sentiment sur cette affaire. La régie fait maintenant son numéro. Alors, visiblement, là, on a fait ce geste qui consiste à faire hop, pour ne pas avoir à prendre une communication. Essayez de le faire chez vous, vous allez voir, c'est pas évident, il faut avoir beaucoup de rapidité. Essayons maintenant d'avoir l'ex-compagne du vendeur qui a quand même touché une belle somme d'argent, près de 60 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Et la question est, était-elle au courant ou non de la liquidation? Mais tout porte à croire qu'elle était au courant de cette liquidation. Or, l'argent a quand même été encaissé. Nous allons essayer de lui demander. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, nous essayons, dans le cadre de notre émission, d'aider un couple qui se retrouve dans une situation dramatique. Il s'agit d'Yvan et Élodie qui ont acheté votre maison.
Donc vous étiez, je crois, en communauté à l'époque, vous avez touché une partie de cette maison et vous le savez, votre ex-compagnon était en liquidation. Oui. Voilà. Est-ce que vous, madame, au moment de la vente, vous saviez qu'il était en liquidation? Dans quelques instants, dans Sans aucun doute, les explications plutôt surprenantes de l'ex-compagne du vendeur. Mais c'est n'importe quoi, ça. Ses affaires, ce sont ses affaires, et mes affaires, ce sont mes affaires. Hein, faut pas tout mélanger. Julien Courbet et son équipe vont-ils réussir à sauver la maison de la famille Froc? Est-ce qu'il n'y a pas une solution, je sais pas, un petit peu plus humaine à trouver? La réponse dans quelques instants. Yvan et Elodie Froc ont acheté en toute bonne foi une maison il y a 4 ans. Aujourd'hui, on menace de la saisir, de la vendre car le précédent propriétaire était en faillite au moment de la transaction et ne l'avait pas dit. Julien Courbet et son équipe sont mobilisés devant cette incroyable situation. Essayons maintenant d'avoir l'ex-compagne du vendeur qui a quand même touché une belle somme d'argent, près de 60 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Et la question est, était-elle au courant ou non de la liquidation? Mais tout porte à croire qu'elle était au courant de cette liquidation. Or, l'argent a quand même été encaissé. Nous allons essayer de lui demander. La régie fait maintenant le numéro. Allô? Bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, nous essayons, dans le cadre de notre émission, d'aider un couple qui se retrouve dans une situation dramatique. Il s'agit d'Yvan et Elodie qui ont acheté votre maison. Donc vous étiez, je crois, en communauté à l'époque. Vous avez touché une partie de cette maison et vous le savez, votre ex-compagnon était en liquidation. Oui. Voilà. Est-ce que vous, madame, au moment de la vente, vous saviez qu'il était en liquidation? Ben oui, bien sûr. Alors, maître Michel. Oui, madame, ce qui est étonnant, c'est que dans l'acte dressé par le notaire, il était mentionné que votre mari de l'époque, déclarait qu'il n'était pas en liquidation, et vous n'avez rien dit au notaire? Vous n'avez pas dit qu'il y a une erreur? Ah non. Ah non, quoi? C'était pas marqué ou ah non, vous l'avez pas dit? Ah bah non, ça n'a pas été dit, quoi. C'est marqué dans l'acte, madame. Mais vous y étiez à la vente, madame? Vous étiez présente ou pas? Oui. Bien sûr. D'accord. Donc sur l'acte, il est stipulé que ce monsieur n'est pas en liquidation. En tout début de l'acte. En tout début de l'acte. Donc ça n'a pas été lu par le notaire, en fait. Ah bah, faut croire que non. Hein. Alors, j'ai monsieur à côté de nous, notre témoin. Monsieur Froc, vous dites que ça a été lu? Oui, oui, l'acte a été lu. On a pris le temps de lire l'intégralité de l'acte. C'est la loi, d'ailleurs. Ouais. Donc, il n'y a aucune difficulté. Alors, madame, quel est qu'est-ce qui a pu se passer, à votre avis, madame? Quel est votre sentiment? Ah bah, si ça a été lu, il a dû le lire. Alors, parce que vous comprenez, madame, le problème est le suivant. À partir du moment où votre mari était en liquidation... Excusez-moi, mais moi je travaille, hein. Oui, non, mais je vous dérange une minute, madame. Votre mari moment, n'avait pas le droit de vendre la maison. Vous saviez qu'il était en liquidation et donc vous êtes susceptible d'être obligé de rendre les sommes que vous avez perçues. Mais c'est n'importe quoi, ça. Ses affaires, ce sont ses affaires, et mes affaires, ce sont mes affaires. Hein, faut pas tout mélanger. Mais si, malheureusement, oui, mais madame... Non, je suis désolée, parce que déjà à l'époque, on était déjà divorcés. Depuis 89, on est en séparation de biens. Alors. Vous deviez, lorsque le notaire a indiqué qu'il n'était pas en liquidation judiciaire, vous auriez dû préciser que si ce monsieur était en liquidation judiciaire, et donc à l'acte devait être appelé le liquidateur. Ce n'est absolument pas mon problème. Ah oui, alors, donc, et le problème de ces pauvres gens qui sont aujourd'hui avec un bien dont ils vont être démunis. Moi, j'ai une société aussi. Moi, je m'en occupe de ma société. Mon mari ne s'en est jamais occupé. Non, je crois, madame, que vous n'avez pas bien compris. On va essayer de vous expliquer parce que je comprends tout à fait votre point de vue, écoutez, madame. Moi, je travaille, hein, vous m'excuserez, je suis libérale, je suis comme vous, j'ai besoin de gagner ma vie. Excusez-moi. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi, théoriquement. Oui. Mais on a vraiment l'impression que, en fait, à un moment les gens donné, ignorent la tout le loi. monde est passé une fois devant le notaire. Il lit à voix haute un acte. Donc quand on entend, monsieur, on est bien d'accord que vous n'êtes pas en liquidation, vous n'avez aucun problème, on dit oui ou on dit non, mais on ne peut pas ne pas entendre. Surtout qu'ils étaient divorcés, donc dans tous les cas, on voyait bien que logiquement, il n'y aurait pas de complaisance Ce que là-dessus. vient de déclarer cette dame, en tout cas très important pour nos amis, parce qu'on a preuve maintenant qu'elle était au courant, qu'elle le savait, parce que divorcée, elle aurait pu l'ignorer, et donc dans le cadre de la procédure
procédure éventuelle, si le liquidateur poursuit la vente de votre maison, vous pourrez appeler dans la procédure cette dame pour qu'elle vous garantisse au titre de la responsabilité qu'elle a prise en ne disant pas la vérité au notaire. Nous allons donc essayer de nous tourner vers le liquidateur maintenant. C'est parti, la régie fait le numéro. Nous appelons l'étude qui s'occupe de la liquidation judiciaire du vendeur. Julien Courbet demande des explications sur cette incroyable situation. On essaie de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la vente se fasse, tout simplement. En fait, tout simplement, si vous voulez, la personne que nous avions en liquidation judiciaire a vendu la maison sans aucune autorisation de quiconque. D'accord. Et le notaire qui a passé la vente n'a pas fait de recherche pour savoir si la personne venderesse ne faisait pas l'objet d'une procédure collective. Alors ça c'est une question parce que je suis novice en la matière. C'est le boulot du notaire de faire des recherches ou il doit simplement poser la question? Normalement, il doit faire des recherches parce qu'il ne doit pas se contenter que le vendeur déclare « non, je ne suis pas en liquidation judiciaire ». D'accord. Et comment se fait-il, monsieur, que le liquidateur intervienne 4 ans après? Parce que nous avons appris tout à fait fortuitement que la maison avait été vendue. Et là, on a entrepris des recherches pour savoir quand elle avait été vendue, par qui elle avait été vendue. D'accord, alors... Et donc, il y a des... Non, mais de toute façon, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il y a des actions contentieuses qui sont actuellement en cours. Non, monsieur, nous simplement, je vous en demande pas plus, je vais vous laisser tranquille, j'ai bien compris. Voilà, sachez simplement que nous, on essaie vraiment d'aider un couple qui est avec 3 enfants. Mais monsieur Courbet, je connais votre émission. Oui, et je trouve ça, et vous n'y êtes pour rien, mais je trouve ça particulièrement injuste d'être obligé de mettre à la rue un couple comme ça avec 3 enfants alors qu'ils n'ont rien fait de mal, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans ce système. C'est sûr que si vous voulez, monsieur, madame Froc, eux, sont acquéreurs de bonne foi. Mais alors, qui est le responsable d'après vous, monsieur? C'est le notaire. Et pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi n'avez-vous rien fait pour empêcher la vente en Il y a prenant une action qui est en cours, il y a des actions qui sont en cours devant les tribunaux. Et ça, c'est pas le sujet. De mesures conservatoires sur la maison, pourquoi vous en avez pas mises? Pourquoi vous n'êtes pas garanti? Parce que c'était une maison qui était en indivision entre 2 époux. Et alors? Vous savez, par principe, on laisse aux gens un délai pour rechercher des acquéreurs à l'amiable. Parce que vous voyez les conséquences? Là, c'est 4 ans quand même, monsieur. Simplement, monsieur, maître Michel, je voudrais vous poser une question. Finalement, le passif de cette liquidation, il n'est pas énorme. Il y a une grande partie qui a déjà été payée par la personne qui est en liquidation, et compte tenu des paiements qu'elle vous fait chaque mois, je pense qu'ici 3-4 ans, tout sera éclusé. Vous avez patienté 4 ans. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a moyen de suspendre l'action, quitte à ce que vous preniez les garanties, ce qui serait normal, si jamais le débiteur cesse de payer, pour voir si effectivement ce monsieur qui est en liquidation finit par vous régler tout, et au moins tout le monde est tranquille, lui aura payé les créanciers, ce qui est normal, et eux auront gardé leur maison. Ils vont être à la rue, monsieur. Franchement, là, je ne suis pas là pour faire, mais les malheureux... Quand on est un jeune couple comme ça qui démarre dans la vie, se faire, pardonnez-moi cette expression, plomber comme ça, alors qu'ils sont de bonne foi, si vous récupérez la maison, ils vont continuer à payer un crédit qui est super cher en plus, qui est de 1000... Mais je comprends bien, je comprends bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une solution, je sais pas, un petit peu plus humaine à trouver? Je sais bien que le droit, c'est le droit, mais pour qu'on étale un petit peu ça, quoi. Actuellement, il y a des instances contentieuses qui sont en cours. On n'est pas là, ni vous ni moi, pour court-circuiter la justice. Des tribunaux donneront tort ou raison à l'une ou l'autre des parties. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. 3e raccrochage. Nous sommes en passe de battre un triste record quand même. À plusieurs reprises, nous tentons de joindre le vendeur de la maison, mais il ne décroche pas son téléphone. Nous décidons d'envoyer un journaliste sur place pour essayer de le convaincre de nous parler. Donc Sylvain, vous êtes, je crois, devant chez cette personne? Oui, nous sommes juste devant la porte, là nous attendons le signal. Eh bien allons-y, sonnons, tapons et essayez de me le passer. Si quelqu'un répond, vous connaissez le nom de ce monsieur. Je vous laisse faire et vous nous dites ce qui se passe, c'est parti. Eh bien, écoutez, nous sommes devant la porte, nous essayons encore une 3e fois, je crois que même nous allons essayer de frapper puisque nous savons que ce monsieur-là, nous avons entendu le portable pendant que vous étiez en train de l'appeler de tout à l'heure. Monsieur, bonjour, l'émission sans aucun doute. Bon, personne ne répond visiblement, hein.
Bah écoutez, tout à fait, Julien, puisque quand nous sommes arrivés, les rideaux étaient ouverts, et puis maintenant il s'est complètement barricadé chez lui, tout est fermé. Malgré des tentatives de dialogue, il ne souhaite même pas nous répondre à travers la porte. Bien, bon, bah, écoutez, je vais vous laisser quitter la place, que ce monsieur ne soit pas affolé pour autant, et puis nous essaierons de le joindre différemment. Merci Sylvain. Tout à fait. Au revoir, Julien. Au revoir. Nous décidons maintenant d'appeler le notaire qui a réalisé la vente de la maison sans savoir que le vendeur faisait l'objet d'un redressement judiciaire. Lorsque nous avons joint le liquidateur, lui nous dit « Écoutez, moi je n'y suis absolument pour rien, c'est le notaire qui aurait dû être au courant, etc. » Ce qui nous paraît, c'est vrai, quand même aussi un peu facile de dire que vous avez la responsabilité de ce dossier. Donc c'est pour ça que je tenais à ce que vous puissiez vous exprimer, nous dire comment les choses se sont passées. Écoutez, je vous en remercie. Je ne veux pas qu'on puisse laisser croire à monsieur et madame Froc, les acquéreurs, qu'il y a une erreur de fait par l'étude. La question en fait qui se pose est toute simple. Vous les recevez donc pour signer l'acte de vente. Vous avez lu, comme tout notaire professionnel, cet acte et vous avez peut-être demandé de vive voix s'il y avait des antécédents ou des problèmes particuliers. Bien évidemment. Je sais que le mandataire nous reproche de ne pas avoir réclamé une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'exerçait pas une activité commerciale, mais il faut dire qu'il a quand même déclaré de façon mensongère, au tout début de l'acte, ça figure en page 2 de l'acte, clairement qu'il n'a pas été en état de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire. Alors, Maître Michel. Oui, bonjour Maître. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que, malgré tout, on peut se demander s'il n'y a pas eu une légèreté, disons, de l'étude à ne pas faire cette demande de déclaration sur l'honneur au vendeur. La déclaration est faite dans l'acte. Je crois que ça correspond à une déclaration quand même sur l'honneur. Oui, il faut savoir quand même que la vente est intervenue 3 ans après la liquidation. Oui, mais le problème est le suivant, on a la question. S'il déclare dans l'acte faussement qu'il n'est pas en liquidation, c'est entendu. Mais on ne lui a pas fait déclarer s'il l'était ou s'il avait eu une activité commerciale. Ce qui vous a empêché de faire les vérifications qui étaient à votre charge. Mais parce qu'il n'a pas rempli cette fiche, effectivement, qui est classique en matière de vente d'immeubles ou d'actes authentiques. On demande aux personnes de déclarer si elles ont eu une activité commerciale. Effectivement, je suis d'accord pour dire qu'il aurait peut-être là aussi menti, mais ce n'est que peut-être, et donc on est dans la perte de chance pour cela. Permettez-moi de dire aussi qu'il y a d'autres intervenants dans ce dossier. Il y a des banques, des créanciers qui ne nous ont jamais non plus donné cette information. Oui, mais l'intervenant qui doit rendre l'acte authentique, c'est vous, monsieur. Oui, mais vous devez nous garantir ça. Avez-vous songé, et songez-vous, premièrement, à déposer une déclaration de sinistre auprès de votre assurance responsabilité professionnelle parce qu'il y a bien entendu un problème et une fois de plus, personne n'est à l'abri d'une erreur. On ne vous blâme pas, ça peut arriver. Bon, il peut y avoir une légèreté, mais ça arrive dans une vie professionnelle. Donc on ne vous blâme pas, simplement, avez-vous premièrement songé donc, à déposer cette déclaration sinistre? Et deuxième question, songez-vous à vous retourner contre ces vendeurs qui vous ont manifestement menti et vous ont trompé? Bien évidemment qu'il y a une déclaration de sinistre, puisqu'il y a une procédure qui est en cours dans ce dossier depuis plus de 2 ans. Finalement, pour l'assurance du notaire, ce n'est pas une somme énorme. Et quand vous disiez qu'il y a une procédure qui dure depuis 2 ans, c'est-à-dire ceux-là sont sur les charbons ardents depuis 2 ans, à savoir si on va leur prendre leur maison ou non, je ne pense pas que sur cette somme-là, ça vaille le coup de faire 2 ans de procédure. Est-ce que vous ne croyez pas? Il y a une responsabilité du liquidateur aussi, c'est vrai, qu'un tour de table, assureur, notaire, liquidateur, il n'y a pas besoin de 2 ans de procédure pour fixer le montant du préjudice. Parce que le problème des procédures, maître, vous le savez, c'est que le dindon de la farce dans ces cas-là, c'est l'acheteur. Ils ont une maison, ils risquent de la perdre, ils sont à l'agonie et 3 enfants en bas âge, vous voyez, les 2 ans de procédure. Essayez, s'il vous plaît, de contacter le liquidateur, de lui dire prenons rendez-vous tous les deux et essayons de trouver une solution dans le seul intérêt du couple. Bien évidemment. D'accord? Donc vous essayez de votre côté, nous essaierons du nôtre, comme ça nous pourrons tenir au courant ce jeune couple très rapidement de la date et de la tenue de cette réunion. D'accord? Entendu. Merci maître, c'est beaucoup mieux de s'expliquer, comme ça au moins on sait de quoi on parle. Hors antenne, les discussions avec le liquidateur judiciaire continuent. Nous le rappelons une dernière fois pour savoir s'il accepte le principe d'une réunion. Bon, moi je
pense que ce que je peux faire, parce que j'ignore pas effectivement la difficulté et la situation effectivement mauvaise dans laquelle se trouvent les époux Froc acquéreurs de bonne foi, bien évidemment, c'est que je me propose d'intervenir auprès du juge-commissaire pour qu'il y ait une réunion générale. Est-ce que la solution avec le juge-commissaire ne serait pas de transformer votre action d'annulation de la vente, qui est dramatique pour eux, en une action paiement contre le notaire, si vous estimez que c'est le notaire qui est responsable, du moins contre son assurance, pour voir si vos créanciers peuvent être indemnisés? Écoutez, mon cher maître, si vous voulez, bon, moi tout à fait, je suis pas du tout opposé à envisager cette situation avec le juge-commissaire, mais c'est que le juge-commissaire, c'est quand même lui le patron de la procédure, c'est lui qui dirige la procédure, que bon, moi je suis entre guillemets qu'un instrumenteur, et donc, si vous voulez, il est clair qu'il faut que ça soit fait sous l'autorité du juge-commissaire, qui doit être tenu informé, tout ça, donc ça, bien entendu. Je vous laisse gérer cette réunion? Ah oui, je veux bien. Eh bien, c'est parfait, maître, et puis on essaie de faire en sorte qu'elle aille le plus vite possible dans l'intérêt de ce jeune couple, d'accord? Eh ben voilà, très bien. Merci, maître, bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous, au revoir. Bien. On se donne rendez-vous pour cette réunion. On a vu que le notaire avait fait jouer son assurance. On a vu que le notaire était prêt à cette réunion. On a vu que le liquidateur est déjà moins obtus et a décidé lui-même de prendre les choses en main, d'organiser cette réunion, a compris que le préjudice ne méritait pas qu'on expulse, une famille comme ça avec ses enfants. Allez, je suis sûr que ça va s'arranger. Ok, on suit ça ensemble? Merci à tous les deux, on vous accompagne. Et en début de journée, je ne voulais pas trop y croire. Là, en fin de journée, on est très heureux d'avoir eu les interlocuteurs principaux. On a fait une prodigieuse avancée grâce à toute l'équipe de Sans Aucun Doute qui s'est investie, qui nous a soutenus. Moi, je suis dans une perspective très, très optimiste.